Bienvenue, Mehdi El Fakir. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Je rappelle que vous êtes analyste économique et expert comptable. Alors, je vais dire aujourd'hui, on va parler que d'actualité économique, parce que j'ai l'impression qu'en cette fin d'année, il y a beaucoup d'actualités économiques, avec en tête de gondole la DGI, la Direction Générale des Impôts, puisqu'on voit depuis quelques jours les professions libérales se mettre un petit peu en file indienne. Ça a commencé avec les médecins libéraux, ça les privés, il y a eu ensuite les cliniques, les propriétaires de cliniques, les avocats, les notaires, voilà, donc on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe, parce que c'est le pourquoi du comment, essayer de bien saisir à la fois la forme et le fond de cette situation, et de comprendre aussi est-ce que ce que j'ai qualifié moi de sursaut citoyen des professions libérales, est-ce que c'est le cas ou pas, et quelles sont les motivations sous-tendues. Ensuite on parlera de la ligne de précaution, qui a été octroyé par le FMI officiellement au Maroc en début de semaine. On parle de à peu près 30 milliards de dirhams. Donc aussi le pourquoi du comment, on en débattra. Et on finira avec le conseil de la Banque centrale monétaire qui s'est déroulé hier et voir un petit peu quoi de neuf sous le soleil. Et là, éventuellement, vous nous direz. Mais Mehdi El Fakir, sur les DGI, Direction Générale des Impôts, versus profession libérale, il se passe quoi depuis quelques semaines, sachant que à aucun moment le Parlement en a débattu, à aucun moment des partis politiques n'ont pris la parole là-dessus, alors que ils sont censés être les représentants du peuple. Alors, je vais dire, est-ce que c'est... Voilà. Donc, essayer de faire ça et de décrypter ça avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce qui se passe aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une application stricto sensus de la loi. C'est l'article 221 du Code général des impôts, qui, bien sûr, est sur la base de l'article 213, qui consacre le pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale, autorise cette dernière à adresser des courriers ou des demandes d'explication à des contribuables, les incitant à expliquer certaines remarques au niveau de leur déclaration et présenter des déclarations rectificatives si ces incohérences ou ces erreurs ou ces remarques se confirment. Aujourd'hui, c'est une opération de masse. Ce n'est pas une amnistie. Quand vous dites une opération de masse, oui. C'est-à-dire ça que concerne... c'est une application oui. de la loi, de cette demande de rectification des comptes ou d'appel à déposer des déclarations rectificatives, bien sûr, de la part de certains professionnels libéraux en application de cet article-là. Et ce n'est pas une amnistie. C'est pas une amnistie fiscale? Non, ce n'est pas une amnistie. C'est une opération de régularisation, c'est ça en fait? De mise en conformité? Oui, c'est une mise en harmonie, c'est une mise en conformité de certains professionnels. Il s'agit là d'une opération qui est spontanée, volontaire, pas obligatoire. Et l'amnistie, comme je viens de le dire... Prévisible aussi? Prévisible, non. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'administration dispose des moyens techniques pour détecter des incohérences. Ou détecter des remarques. Ou détecter des tricheurs. Détecter, bien sûr, j'appelle ça incohérence parce que jusqu'à confirmation... Parce que là, il y a les déclarants qui ne déclarent pas tout, et puis il y a aussi notre population qui ne déclare pas du tout. Alors, ça devient... Pour l'instant, c'est que les déclarants. Absolument, c'est les déclarants aujourd'hui qui doivent justifier, en quelque sorte, de certaines, bien sûr, remarques. Si vous permettez, effectivement, on va aller sur le fond. Ça concerne qui? Les médecins libéraux, le pourquoi du comment, les avocats, les notaires. Les notaires, ça commence aujourd'hui, a priori cette semaine, mais simplement, rien que sur la forme. Je sais que vous n'êtes pas analyste politique, vous êtes analyste économique, mais moi je suis frappé, Mehdi El Fakir, qu'il n'y ait aucun débat au Parlement là-dessus. Oui. Le politique ne s'est pas saisi de ça. C'est comme si, en fait, le chef de gouvernement s'était dessaisi, avait saisi le patron de la DGI et avait externalisé quelque part cette mission ou ce service, et que, en fait, politiquement, là, personne n'en parle. Et donc, du coup, les représentants du peuple qui sont censés être les députés... Il n'y a pas eu lieu de parler de débat de cette ampleur parce que c'est une application simple de la loi. C'est-à-dire, il n'y a rien d'anormal sur ce qui est en train de se passer. C'est une application de la loi, d'un article qui autorise l'administration fiscale à demander aux contribuables de déposer à titre spontané. Ah, mais la DGI est dans son rôle. On est bien d'accord là-dessus. Mais est-ce que le politique est dans son rôle quand il ne communique pas là-dessus, quand il n'y a pas de débat? Oui, mais parce que c'est une... Non, le politique, il est là lorsque... vous savez, le politique... Il vote les lois. Pour légiférer, pour voter des lois, pour critiquer des lois. Et veiller à l'application de la loi aussi. L'article en question a été voté par les élus du peuple.
Et on ne fait que l'appliquer. D'accord, Il n'y a donc- pas lieu de parler de débat. Pourquoi on va parler de débat? L'administration fiscale, bien sûr, qui est en train de tirer plutôt la légitimité de ses actions de la loi du Code général des impôts, est en train tout simplement d'appliquer ces Donc lois. pour vous, situation normale, le fait que le politique ne soit pas interpellé par le fait qu'il y ait par exemple des médecins du secteur privé ou des notaires ou des avocats qui ne s'acquittent pas de l'impôt. Non, Il ne doit pas s'en... Non, attendez. Il ne faut pas interpréter les choses de cette façon. Je dis et je le redis, l'application de l'article 221 est volontaire et spontanée. Un courrier est adressé en demandant des explications sur certaines incohérences. Les médecins ou n'importe qui, n'importe quel contribuable est amené à expliquer ces incohérences. Le cas échéant, déposer une déclaration rectificative. Il n'y a rien de mal. Maintenant que ces déclarations rectificatives, c'est peut-être un aveu que peut-être il y a quelque chose qui va mal dans ces déclarations. C'est de bonne guerre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va mal dans les déclarations, c'est-à-dire des déclarations incomplètes. Certains auraient oublié, malencontreusement peut-être, naïvement peut-être, Oui. volontairement certainement, de Si, déclarer l'ensemble de leurs Il revenus. n'y a pas que ce type d'erreur. Parfois, c'est des problématiques d'interprétation, problématiques de décalage, de temps. Il y a de tout. Il y a de tout. Moi, je n'aimerais pas vraiment me focaliser sur une famille d'incohérences ou d'erreurs ou de problèmes. Il y a bien sûr des problématiques qu'il va falloir rectifier. Et l'administration fiscale a ouvert cette opportunité pour consacrer un aspect tant réclamé par les professionnels que nous sommes et par bien sûr les contribuables, qui est un aspect pédagogique. Laissons les gens avaler la pilule, il faut leur laisser le temps et la possibilité de se rattraper en cas de souci. Et bien sûr, le trésor public n'est pas lésé parce que ce rattrapage-là donnerait lieu parfois à des rectifications de base, à de paiements de suppléments d'impôts, et c'est en toute légalité. Donc le trésor n'est pas lésé et c'est une application Et de la donc loi. juste pour revenir, c'est sur la période 2014-2017, c'est ça? Absolument, C'est sur 4 années. Voilà, qui sont touchés par la prescription quadriennale. Et tout ce travail va se faire à condition de régulariser avant la fin de cette année. Avant le 31 décembre, Absolument. c'est le deadline. Ça a commencé avec les médecins du secteur privé. Oui. Et ça risque de se conclure avec en tout cas, les notaires, parce que c'est l'actualité. Je crois qu'il y a une rencontre qui est prévue dans la semaine là-dessus pour essayer de trouver un espèce de deal, en fait, avec l'administration fiscale. Entente. Mais ces deals-là, entente, c'est quoi concrètement? Est-ce que c'est une profession qui va être réglementée au niveau des honoraires, au niveau des plafonds? Voilà, parce qu'on n'a pas trop d'informations là-dessus. Écoutez, aujourd'hui, cette logique d'entente est consacrée par la loi. L'administration fiscale est chargée de par les dispositions légales de l'application de la législation fiscale. Dans une logique d'entente et d'ouverture aux opérateurs économiques, l'administration fiscale a conclu parfois, où il a tout simplement... Parce qu'avec les médecins du secteur privé, par exemple, qu'est-ce qui a été conclu? On a vu plein de choses, news ou fake conclu, news. Écoutez, conclu, non, parce que c'est une application de la loi, il n'y a rien à conclure. Il n'y a pas de négociation possible. Écoutez, un débat, un échange, négociation pour négocier quoi? Il y a une application de la loi. Maintenant, un barème serait appliqué, un barème aurait été défini par l'administration fiscale. C'est ce que j'ai... C'est en toute légalité. Oui, bien sûr, c'est en toute légalité. Plafonnement des honoraires? Bien sûr, pas plafonnement des honoraires, ce Oui. n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est une rectification des comptes, une rectification des déclarations qui donnera lieu à des montants à payer selon une certaine fourchette. Il n'y a pas de plafonnement d'honoraires ou quoi que ce soit. Ça ne touche pas la profession. Ce n'est pas des prérogatives de l'administration fiscale de fixer des honoraires. Ça, c'est la loi. Ni de les plafonner. Non. Pas de plafonnement. Non. C'est l'impôt. On est en train aujourd'hui de parler de l'impôt. C'est-à-dire que vous gagnez 100, Oui. vous devez payer 20, par exemple. Il y a une Voilà. logique, voilà. Donc c'est ça, en fait. Oui, mais C'est ce qui- attention, oui. il n'y a pas un plafonnement. C'est-à-dire, je fais correspondre à revenu, à l'impôt que j'ai payé au titre de l'exercice 2017, un barème. Et je me situe dans quel barème, sachant que cette déclaration a été bel et bien déposée et qu'il y a lieu, bien sûr, de déposer une déclaration rectificative. Et ça, c'est la même démarche que ce soit pour les médecins du secteur privé, pour les cliniques, pour les avocats, pour les topographes, pour Je les suis certain que architectes. ça va être la même. Ce qui changerait, c'est les barèmes, mais la logique est la même. C'est une logique de barème situant l'impôt payé au titre de l'exercice 2017 par rapport à un barème donné, et puis ceci donnera lieu à une déclaration rectificative au paiement d'un supplément d'impôt au titre des exercices, des 4 exercices. Comment vous expliquez le vent de panique qui traverse d'ailleurs toujours ces professions libérales, qui au départ ils étaient peur terrorisés par les contrôles fiscaux administrés par commandité, en tout cas parce que dans le cas de la loi d'ailleurs, par l'administration fiscale. Voilà, tout ce remue-ménage, les médecins du secteur privé. Rappelez-vous, il y a un mois et demi, qui avaient annoncé des grèves, et en fait la motivation sous-tendue, c'était le fait de pouvoir apporter des éléments de réponse et de mettre pression sur l'administration fiscale, parce que beaucoup se payaient des contrôles fiscaux. Voilà, est-ce que tout ça va permettre aussi de
réguler, en fait, ça va permettre de Voilà comment réglementer je vois les et choses. réguler. Voilà comment je vois les choses. Moi, personnellement, je pense qu'une telle démarche est bénéfique, parce qu'il permettrait... Bénéfique pour les caisses de l'État, c'est sûr. Oui, oui, non, non, pour tout le monde. Déjà, il y a du win-win, il y a du win-win, dont je parle de façon globale, factuelle. Parce qu'à un moment donné, il faut instaurer une certaine logique, des mœurs, entre... Ah, vous allez sur le terrain de la morale. Oui, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire aujourd'hui, si l'administration fiscale est en train de mettre en place de telles ententes, c'est pour permettre une application bien sûr de la loi, parce qu'on parle d'une disposition légale, mais pour permettre aussi aux professionnels, encore, je dirais, un effet de rattrapage, un effet d'apprentissage, un effet pédagogique, c'est qu'ils puissent comprendre que désormais, la marge n'est plus admissible, n'est plus admise, la marge d'erreur, la marge de rectification n'est plus admise, et qu'il y a lieu de prendre... Et la marge de malhonnêteté aussi, non parce que je dirais en quelque sorte, je resterai factuel, je dirais que tout contribuable doit aujourd'hui... Pour vous, tout le monde est présumé Oui, jusqu'à... innocent. Oui, C'est ce que il faut vous qu'il soit contrôlé. C'est un peu l'état d'esprit peut-être aussi de l'administration fiscale. Absolument, absolument. L'administration fiscale est en train de faire un exercice pédagogique qui permettra d'appliquer la loi, premièrement, de ne pas léser le trésor public, mais surtout de permettre d'ouvrir une nouvelle page. C'est ça ce qui est important, c'est de ça qu'il faut qu'on parle. Il faut aujourd'hui que les professionnels aient conscience qu'aujourd'hui, déclarer ce n'est pas un acte uniquement administratif simple, c'est un investissement qui concerne leur patrimoine. C'est un acte citoyen aussi. Absolument. Parce que le médecin du secteur privé aussi, quand il voudra réclamer des écoles ou des routes, déjà, si effectivement il est en conformité avec la loi et qu'il paye ses impôts, il sera plus en capacité de le faire. Primo. Secondo, c'est aujourd'hui, la plupart des médecins ou peut-être des professionnels libéraux ne seraient pas initiés à la matière comptable, à la matière fiscale, et qu'il y a lieu aujourd'hui tout simplement de faire un travail pédagogique. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous dites ça parce que vous avez un côté chez vous qui est naïf, c'est de la Non, naïveté, ou non, simplement c'est du pur pragmatisme aussi, vous dites? Non, c'est du pragmatisme dans la mesure où aujourd'hui, vous n'avez même pas de plan comptable, une normalisation comptable qui correspond aux spécificités de ces métiers. Parfois, en quelque sorte, les différends qui sont entre le contribuable sont d'ordre technique, contribuable à l'administration fiscale. Il y a lieu aujourd'hui de faire un travail d'ensemble, un travail de structure, un travail profond pour reprendre cette logique-là, cette matière, pour pouvoir la structurer et permettre aux contribuables des professionnels libéraux de mieux s'acquitter de leurs devoirs et de leur permettre, bien sûr, d'éviter toute incompréhension de la part de l'administration fiscale. Voilà. Quand on est médecin du secteur, j'ai rien contre les médecins, mais quand on est médecin du secteur privé et qu'on déclare et qu'on paye surtout moins d'impôts qu'un médecin du secteur public et qu'on est fiscalement moins sous pression qu'un salarié classique, donc il y a un IR à 38%, est-ce qu'on n'était pas conscient de l'injustice? Non, écoutez, aujourd'hui... Vous voyez ce que je veux dire, par exemple, et je pourrais étendre ça aussi pas qu'aux architectes ou aux topographes ou à des avocats. Donc, voilà moi pourquoi j'aimerais pas avoir, je dirais, un jugement de valeur sur aucune profession. Aujourd'hui, j'aimerais bien que de telles ententes soient saisies par les professionnels libéraux pour commencer une nouvelle et initier une nouvelle manière de percevoir et d'apprécier cette matière. Aujourd'hui, il y a des problématiques qui sont liées à des erreurs, à des problématiques de complétude d'information. Un laisser-aller aussi, non? Non, je ne dirais pas laisser aller. Non, de la part de qui? De la part de l'administration fiscale. La loi n'existe pas depuis oui, quelques mois. Elle est bien intérieure. Oui. Donc, maintenant, pour l'application de la loi et veiller à son efficience. Donc, c'est que. Absolument. Donc, il y a eu quelque part laxisme politique du gouvernement ou du précédent gouvernement d'ailleurs. Non, la loi, elle a toujours existé. L'administration fiscale, il avait toujours ce pouvoir d'appréciation. Il avait toujours ce pouvoir pour exercer la loi. Mais elle n'avait jamais usé de ce pouvoir. Oui. Elle l'use maintenant. Il a toujours utilisé ce pouvoir. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on parle surtout d'un ciblage, qui est qualifié de part et d'autre comme étant un acharnement. Moi, je l'appelle ciblage, parce que la loi, il est là. La loi autorise l'administration fiscale à faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire contrôler, demander des explications. Maintenant, aujourd'hui, il faut des actions corporatistes de la part de ces professionnels libéraux en vue de mettre en place les ingrédients qui vont permettre que de telles, je dirais, incompréhensions, des problématiques d'ordre, ne serait-ce que d'ordre technique, ne se répéteraient plus à l'avenir. C'est-à-dire que les fédérations, les corporatismes, en fait, balayent devant chez eux d'abord et au sein même de la profession? Non, j'aimerais bien qu'ils soient mieux encadrés
et qu'ils puissent aborder cette matière fiscale. D'avoir les conseillers fiscaux, les conseillers comptables. Absolument. Mais pas pour passer entre les gouttes. Pour faire l'optimisation fiscale. Non, c'est loin de là. Aujourd'hui, si nous allons parler de la partie fiscale, d'un point de vue équité, pas équité, il faut absolument changer les législations. Il faut faire valoir des revendications sur le plan légal. Là, ça nécessiterait un travail corporatiste. Aujourd'hui également, sur le plan normalisation comptable, aujourd'hui également sur le plan traitement spécifique de certaines problématiques fiscales, aujourd'hui plus que jamais, nous avons une administration fiscale qui est très ouverte. Très très ouverte. Mais aujourd'hui, il faut absolument préparer un bon speech qui soit aussi équitable et qui soit équilibré, pour qu'il puisse passer. Et surtout, avec cette opération, c'est de permettre de nouveau une maturité de l'expérience, une maturité de l'application de la loi, qui permettrait bien sûr par la suite de mieux améliorer En tout cas, je pense que les futures assises de la fiscalité, prévues en mai-juin prochain, ça sera l'occasion. Juste une dernière petite question là-dessus, avant de passer sur la ligne de précaution, que le FMI a officiellement accordée au Maroc en début de semaine. Est-ce qu'on a une idée, est-ce que vous avez une idée un petit peu de la manne financière que peut générer que va générer cette opération de régularisation massive, parce que vous avez parlé d'opération massive, parce qu'il y a plusieurs professions libérales. Il y a les médecins, comme je disais, il y a les avocats, il y a les notaires, il y a les topographes, il y a les architectes, il y a les experts comptables, il y a beaucoup de monde. Non, les experts comptables, bon. Je savais que ça vous fait réagir, ça. Mais, grosso modo, voilà. Oui, sincèrement, je n'ai pas de chiffres, mais je retiens Est-ce que c'est quantifiable, ça? C'est compliqué parce que vous savez que nous sommes devant une opération où c'est volontaire. Il n'y a pas une opération. Nous n'avons pas eu l'idée sur les intentions. Il est précise sur les intentions des médecins. Nous n'avons pas eu l'idée précise. L'opération de régularisation chez les médecins du secteur privé, par exemple, va générer X. On part pas de millions, à mon avis, ça va être de milliards, non? Aujourd'hui, il faut attendre les résultats et les chiffres de l'administration fiscale. Je suis sûr et certain que l'administration fiscale devrait va communiquer là-dessus, ne serait-ce qu'au niveau, bien sûr, de son rapport annuel. Mais là, il faudra attendre janvier, parce que l'opération s'achève le 31 décembre. Fin janvier, début février, pour avoir une idée. Mais aujourd'hui, le plus important, à mon avis, c'est que nous sommes devant un tournant historique dans la relation entre les contribuables professionnels libéraux et l'administration fiscale, qu'il va falloir saisir cette opportunité historique pour commencer sur de bonnes bases. Et ceci nécessiterait un travail corporatiste de la part des instances ordinales de ces professions pour que nous puissions parler d'un travail d'encadrement. C'est plus constructif et plus périn. Ce n'est qu'en parlant de ce type de discours que nous allons construire une fiscalité appropriée pour ces métiers. En tout cas, je vais faire une transition avec la ligne de précaution, donc. Oui. Parce que je me dis que la ligne de précaution, elle a été prise aussi parce qu'il y a des tensions aussi au niveau des finances publiques. Absolument. Peut-être que si chacun s'était acquitté de l'impôt, médecin, citoyen lambda, topographe ou autre, peut-être que l'État n'aurait pas été dans l'obligation pour la 4e fois en 6 ans de contracter une lettre de tirage et de précaution de liquidité donc auprès du FMI. Ça y est, c'est fait maintenant, c'est officiel depuis lundi. Oui. On le savait depuis un mois, on en avait déjà débattu d'ailleurs ensemble, puisque Mohamed Ben Chaboun l'avait annoncé. Oui, absolument. Voilà, donc là, c'est officiel. Oui. Qu'est-ce qu'il faut voir? Non, moi je mais voir pas ce qui est à la lumière, oui. ce qui est dans l'ombre. Oui. Aujourd'hui, moi, je considère que c'est une décision qui est très positive sur le plan technique. Il nous faut toujours des coussins de sécurité pour éviter nos finances publiques. Donc c'est l'amortisseur, c'était une ligne de liquidité pour vous? Absolument. Même s'il n'est pas utilisé, c'est une bonne idée. Mais c'est un amortisseur qui coûte un peu de sous. Oui, absolument. Mais vous savez, c'est comme les assurances. Les assurances, vous payez une prime d'assurance, mais par la suite, il n'y aurait que d'agréables surprises. Même si vous passez cette charge, mais par la suite, vous avez quand même une précaution. Aujourd'hui, je ne peux pas personnellement admettre de la part de l'exécutif d'hypothéquer l'équilibre budgétaire de l'État à des aléas qui risqueraient d'être exogènes. Autant se prémunir, ça c'est le vif même du risk management, c'est quelque chose qui ne peut être que louable. Mais maintenant, effectivement, il traduit un besoin. Il traduit, rien que hier, il y avait les publications de certains chiffres qui ont démontré l'aggravation du déficit, c'est-à-dire de l'ordre de 5 milliards. Budgétaire, oui, c'est grave. Oui. Absolument. Ça, ouais. Bah oui, donc nous avons ici plus de dépenses, une stagnation, je dirais, des recettes. L'objectif aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est de rendre plus efficient le travail fait au niveau de l'optimisation des dépenses, mais également de faire un travail au niveau de recouvrement des dépenses publiques. Complètement. Quand je dis, moi, Mehdi El Fakir, le 4e lettre de liquidité de précaution retirée auprès du FMI, en 6 ans, ça veut dire qu'en ces 6 dernières années, en matière de gouvernance, la manière de mener des réformes réelles et concrètes, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Parce qu'on se retrouvait en 2018 dans l'obligation pour l'exécutif de contracter une nouvelle lettre de tirage,
ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Non, écoutez, moi, effectivement, le débat, il est toujours là. Il y a toujours des choses qui ne sont pas faites. Ne serait-ce que, moi ce qui m'intéresse, c'est le chiffre que je viens de citer, c'est l'aggravation du déficit. Oui. Maintenant que nous Et puissions la avoir une stagnation ligne des de recettes. Voilà, que nous puissions avoir une ligne de précaution, c'est quelque chose qui est techniquement louable, parce qu'on va l'utiliser un jour. Maintenant, le plus important, c'est d'améliorer l'efficacité de la dépense publique. Ça, c'est très, très important, en liant l'acte de dépense, de dépenser, les deniers publics, à une obligation de fournir des résultats, à la fois qualitatifs et quantitatifs, c'est-à-dire une évaluation sur le plan qualitatif du résultat, du pourquoi surtout, et surtout du comment de cette dépense. Ne plus se dire, voilà, est-ce que ça a été fait en conformité ou pas. Parce que l'opportunité de la dépense, c'est aussi important. Mais pour ce qui est bien sûr des recettes publiques, là, c'est tout le débat. C'est ce qui avait été fait, parce que moi, d'après moi, mes sources d'information, depuis le mois de juillet dernier, c'était juste avant le départ d'ailleurs de Mohamed Boussaïd, du ministère de l'économie et des Finances, il y a une information qui a circulé auprès des officiers d'établissements publics de réduire un petit peu les investissements et la dépense. Oui, des bien sûr. établissements et des offices publics, justement pour pouvoir, voilà. Ça commence, et là, pour le mois de décembre, tout a été gelé. C'est-à-dire pour mettre les compteurs à zéro. Tout à fait normal, parce que nous ne pouvons pas continuer à dépenser, nous ne pouvons pas continuer à gérer le budget public de la même façon. Il y a des actions qui sont structurantes, qui doivent être initiées, et une nouvelle manière de voir. Sinon, nous allons droit au but vers une aggravation du déficit, une aggravation de l'endettement public, et là, ça va être encore plus. Il faut plus qu'on parle... On est en plein dedans, d'ailleurs. Le walier de la Banque centrale avait tiré la sonnette d'alarme. Simplement là-dessus, juste pour cette ligne de précaution officiellement octroyée au Maroc, est-ce que c'est aussi pour nous, parce qu'il y avait une deuxième information qui avait été d'ailleurs annoncée officiellement par Mohamed Ben Chaboun, c'est-à-dire que le Maroc allait contracter un nouvel emprunt sur les marchés internationaux à partir de courant 2019. On parle de $1 milliard, effectivement. Donc est-ce que cette ligne de précaution aussi, ça permet d'aller sur les marchés internationaux un peu plus tonifiés? La ligne de précaution de liquidité, il obéit à une logique conjoncturelle. Par contre, un endettement, plutôt une sortie à l'international, c'est un endettement qui est planifié. Oui. Alors qu'une ligne, c'est comme une ligne de fonctionnement, c'est comme une entreprise. Est-ce que c'est pas mieux d'y aller avec une ligne de précaution déjà, vis-à-vis de ceux chez qui on va emprunter? Donc, nous, on utilise la ligne de précaution qu'en cas de besoin, en cas d'épuisement de nos réserves en devises, ou vraiment une aggravation, une utilisation massive de nos réserves. C'est conjoncturel, c'est vraiment ponctuel. Parce que la ligne de précaution, c'est essentiellement pour assurer aussi les pays, quand on importe aussi pour le déficit commercial, c'est-à-dire j'ai de la devise pour payer. Absolument, là c'est pré-négocié, c'est quelque chose qui reste là et qui va appuyer, ça c'est très important, qui va appuyer bien sûr l'effort d'optimisation de cette sortie à l'international. Parce que voilà. Donc il y a une espèce de lien aussi entre ligne de précaution de liquidité et la sortie sur les marchés internationaux. C'est un lien technique. Maintenant, dans le cadre du pilotage de l'endettement, c'est vrai qu'un endettement, plutôt à long terme, c'est quelque chose qui va venir aggraver la situation de l'endettement. Il faut revoir aussi plutôt l'aggravation du service de la dette. C'est 28 milliards par an, ne serait-ce que cette année. Donc c'est quelque chose qui nous inquiète. 30 milliards, c'est la moitié du budget de l'éducation nationale. Rien qu'un remboursement. C'est plus que le budget du TGV. Oui, rien qu'un remboursement en intérêt de la dette. Rien qu'un intérêt, je dirais. Un intérêt, effectivement. Donc c'est pour vous dire un petit peu cette pression que représente aujourd'hui l'endettement. Je crois que le communiqué du Palais Royal lors du Conseil des ministres, il était très clair. Et il va falloir instaurer une gestion et un suivi vigilant de l'endettement. Aujourd'hui, l'endettement en soi-même, c'est pas un péché, ce n'est pas un problème, mais c'est sa gestion qui pose problème. Y a-t-il moyen de le réduire, de l'optimiser, de le rééchelonner, de le racheter, en quelque sorte de le convertir en investissement, de le convertir en projet PPP? Et c'est ça un petit peu les efforts qu'il va faire. Mais maintenant que ça pèse aussi lourd, l'endettement public sur plutôt le PIB, le produit intérieur brut, avec 91%, c'est quelque chose qui commence vraiment à inquiéter. Tout en comprenant qu'une partie non négligeable, pour ne pas dire que tout complètement, était bien sûr orientée. Parce que surtout si on met ça en équation par le fait qu'on n'arrive pas suffisamment à créer de richesse, parce que si on s'endette, mais qu'on a un gros patrimoine, qu'on a un pays extrêmement riche et qu'on crée de la richesse, c'est moins problématique. C'est tout le débat. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. De développement. On va y arriver. Et on va y arriver, effectivement, contraint et forcé d'ailleurs. Oui. C'est comme les professions libérales, être dans l'obligation de payer son impôt et son dû à l'État. Conseil monétaire, le dernier conseil monétaire de la Banque centrale, c'était hier. Oui. Donc Abdel Jouari s'est aussi exprimé à la fois sur la situation économique, sur la situation fiscale, sur la situation monétaire aussi, parce qu'il a annoncé aussi le maintien du taux directeur bancaire à 2,25. Absolument. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de la dernière sortie d'Abdel Jouari de l'année lors de ce conseil monétaire? Parce qu'il n'y a pas énormément
de nouveautés. On savait déjà, sur les 3%, 3,3% de croissance économique. Oui. Voilà, ça a été confirmé, une inflation maîtrisée à 2, même si elle est un peu en croissance. Mais bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Oui, il a mis, à mon avis, il a mis le doigt surtout sur les problématiques liées à l'équilibre budgétaire. Sur le plan macroéconomique, l'ensemble des indicateurs sont maîtrisés pour l'instant. Ça glisse, mais ça dérape pas encore. Ça dérape pas encore, c'est ça maîtrisé. glisse. Oui. Et voilà, mais ça glisse, il y a ne s'alarme pas. Il ne tire pas la sonnette d'alarme, mais il met en évidence certaines, bien sûr, situations qui devraient être, bien sûr, prises avec beaucoup de précautions de la part de l'exécutif, notamment cette problématique liée à l'équilibre budgétaire et à l'aggravation de l'endettement. Mais son rôle de ciblage d'inflation en tant que banque centrale est assuré, et pour cette raison, il a décidé de maintenir l'autodirecteur à ce niveau-là, estimant que c'est un niveau qui est encore encourageant, bien sûr. Même si ce autodirecteur à 2,25, qui est en place depuis 18 mois, n'a pas forcément permis la relance de l'économie nationale avec... Oui, est-ce qu'il n'aurait pas été plus pertinent peut-être de le réduire un peu? Non, le taux directeur est un instrument de relance économique. C'est un instrument monétaire de relance économique dans le cadre d'un modèle économique dynamique. Nous avons des problématiques encore plus structurelles. Quid de notre modèle? Nous attendons tout. Donc pour vous, ça ne servait à rien, il valait mieux maintenir ce taux. Actuellement, dans la conjoncture dans laquelle nous sommes, il valait mieux le maintien du taux directeur de 25. C'est sage, parce que l'augmenter, ça va être le diminuer, ça n'a pas de sens, parce que ça augmentera les tensions inflationnistes. L'augmenter, ça n'a pas de sens, parce que ça donnera plutôt un signal qui est malheureusement négatif au marché financier. Maintenant, je dis aujourd'hui que le constat est là. Nous n'arrivons pas à créer assez de richesses, nous n'arrivons pas à le répartir de façon équilibrée, j'aimerais bien le terme équilibré pour ne pas sombrer dans l'idéal, et nous n'arrivons pas aujourd'hui à faire de notre économie une vraie locomotive. Notre économie maintenant est essoufflée, c'est le problème majeur du Maroc, c'est une économie désormais essoufflée et consommée. Qui a besoin de respiration d'oxygène. Non, il a besoin d'être refondu, Sa Majesté, il a parlé d'une refonte, c'est-à-dire d'un nouveau modèle de développement, c'est-à-dire aujourd'hui tout le modèle est consommé, donc il nous faut un nouveau modèle, et là c'est tout le travail qui doit être fait. Mais une banque centrale ne peut pas y aller. Il n'est pas vraiment impliqué dans il va donner son avis, c'est clair, mais en tant qu'institution, une banque centrale, voilà. C'est garant de la politique monétaire, pas budgétaire. Voilà. Juste en guise de conclusion, Abdel Jouali, comme d'ailleurs on le voit dans le communiqué du FMI en début de semaine, rappelle aussi l'exécutif à mener les réformes nécessaires. On a parlé de fiscalité en début de débat, donc à mettre l'accent sur accélérer le processus aussi de réforme de la fiscalité, la réforme aussi de l'administration et de la fonction publique, de l'éducation bien entendu, et également du marché de l'emploi, beaucoup plus d'assouplissement. Est-ce que là du coup, ça veut dire aussi que ces dernières années, on n'a pas travaillé là-dessus suffisamment, les réformes n'ont pas été menées, et que si on se retrouve avec, d'ailleurs on le voit à l'image un peu du débat ouvert aujourd'hui avec vous, Mehdi El Fakir, on a commencé par les professions libérales, qui sont au pied du mur aujourd'hui, qui doivent s'acquitter de l'impôt dû, de payer l'impôt dû. Deuxièmement, cette ligne de précaution, aussi de liquidité auprès du FMI, 30 milliards de dirhams, voilà. Et de finir avec le conseil monétaire de Banque Lamarine avec Abdel Jouali qui dit, qui décline les warnings. Est-ce que tout ça n'est pas le reflet aussi d'une gouvernance atone en matière de réforme sur les choses essentielles, fiscalité, administration, marché du travail et formation professionnelle? Je reprécise, pour les professionnels libérales, c'est une opération spontanée et volontaire. Ce n'est pas, ils doivent s'acquitter de l'impôt. C'est une opération de l'impôt dû, on est bien d'accord. Oui, mais comme tout à chacun. Si vous devez tant, vous devez verser tant. Oui, mais si aujourd'hui, il y a lieu de rectifier, je verse, là, c'est du dû. Alors aujourd'hui, tout ce que vous avez cité, c'est Rachid, aujourd'hui, c'est le modèle de développement. C'est aussi simple. Aujourd'hui, nous sommes devant un modèle qui n'a jamais pris forme parce que c'était un ensemble de politiques sectorielles et de décisions de l'exécutif ou des décisions de l'État qui n'ont jamais pris forme. Hyper centralisé. Bien sûr, hyper centralisé, il manquait de synergie, il manquait de suivi, pas d'évaluation. Voilà, ça a débordé dans tous les sens. Nous avons beaucoup d'ambition, mais nous n'avons jamais pu, en quelque sorte, faire ça, en quelque sorte, le modéliser. Aujourd'hui, il nous faut un nouveau modèle de développement. Arrêtons de croire que nous allons développer le Maroc en changeant la fiscalité. Ça n'a pas de sens. Moi, je comprends l'attitude de l'administration fiscale. Il faut dire, j'ai des objectifs de recettes pour financer l'éducation, financer la santé,
financer ce que si. Mais si j'ai derrière une logique de contrepartie, ça n'a pas de sens. Il faut aussi que les forces vives un petit peu se hissent. Et c'est un petit peu de hisser le débat. Arrêtons de penser que l'État, c'est un prestataire de service. L'État, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Nous devrions tous comprendre que le devoir citoyen, c'est de contribuer à la réflexion, de payer nos impôts, de participer à cette révolution. Il y a des assises là. Ben, j'attends les instances ordinales, j'attends les forces vives pour qu'ils donnent des... Alors attendez, là lorsque je dis des propositions, arrêtons de dire il faut baisser les impôts, il faut baisser les impôts. Mais qu'est-ce qu'il y aurait en contrepartie? Qu'est-ce qui permettra à l'État aujourd'hui de se maintenir? Et qu'est-ce qui nous permettra aujourd'hui de sortir de cet endettement excessif? Voilà. Bah, de toute façon, vu la situation, j'allais dire, financière et comptable de l'État, Oui. je crois que la baisse des impôts, que ce soit l'IR ou l'impôt indirect de TVA, n'est pas d'actualité. Ce qui est d'actualité, c'est une reconfiguration de la fiscalité. Mais ce n'est pas une baisse dans le sens réducteur du terme, mais une reconfiguration de façon à aller sur des niches. Plus juste, plus équitable. Voilà, aussi juste le maximum, ou jouer sur l'endettement le temps un petit peu d'impulser une vraie relance. Et d'avoir une fiscalité aussi économique. au service du développement et de l'investissement. Absolument. Merci en tout cas, Mehdi Al-Fakir. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes analyste économique et expert comptable et je vous souhaite une belle journée. À vous Et également. merci pour le décryptage.